jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépage, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vigneronnes et des vignerons. Je suis Romain. Je suis Florian. Je suis Antoine. Nous sommes 3 copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous invite aujourd'hui à un voyage singulier. Un voyage en Champagne, sous l'angle œnologique, évidemment, et sous l'angle géologique. Pour cela, j'ai rencontré Thibault Legrand, du domaine Legrand-Latour, à Fleury-la-Rivière. J'avais été prévenu, j'avais entendu parler de la démesure de la cave aux coquillages, mais c'était encore plus impressionnant que ce que je pensais. Imaginez donc, depuis 26 ans, le père de Thibault creuse la colline, mettant au jour des milliers de fossiles et coquillages. Sur place, c'est un véritable voyage dans le temps qui se lit sur les parois des galeries. Un voyage qui se compte en dizaines de millions d'années. Et dans ces galeries, une cave a été creusée pour accueillir la production du domaine. Une histoire un peu folle que Thibault est très heureux de vous raconter. Bonjour Thibault Legrand. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir au domaine Legrand-Latour, à Fleury-la-Rivière, en Champagne. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît ? Donc moi je m'appelle Thibault Legrand, donc je suis vigneron à Fleury-la-Rivière. J'ai commencé à travailler avec mes parents en 2007. Et puis après, on va expliquer l'histoire là, au fil du temps, mon histoire, enfin notre histoire avec mes parents au fil du temps, au fil de la visite. Oui, parce que c'est avant tout une histoire familiale ici. Plusieurs générations de viticulteurs qui ont d'abord été coopérateurs. Et vous, depuis quelques années, vous avez décidé de franchir le pas de faire du vin, c'est bien ça ? C'est ça. Donc mes parents étaient coopérateurs. Donc mon père, lui, faisait uniquement le travail de la vigne. Et après là on va le découvrir aussi par la suite, lui était plutôt passionné par l'histoire de la Champagne, donc plutôt par la géologie et les fossiles qu'on peut retrouver en Champagne. Et puis après moi je suis revenu sur le domaine et là j'ai fait évoluer les pratiques au domaine et du coup les vins aussi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de sortir de la coopération et de faire des vins ? Eh ben ça on va le découvrir un peu plus loin, ça. On va pas aller trop vite. Ok, alors on avance, on est dans un lieu là qui s'appelle la cave aux coquillages et que tu vas nous présenter petit à petit. On y va ? On y va. Donc là on est dans les anciennes caves champenoises et donc à Fleury-la-Rivière on descend pas à la cave mais on monte à la cave. Donc là on est monté à l'étage. Et ça, c'est parce qu'on a dans ces caves-là le sous-sol naturel, donc la roche naturelle, qui est un sable calcaire, qui a permis aux anciens de creuser les caves sans devoir maçonner. Donc on voit les voûtes sont taillées à même le sable. Par contre, en dessous, on a des sables fins. Les sables fins étant plus fragiles, là, ils ont dû maçonner les bas de murs. Donc nous, on est originaire de Vendières, c'est à une dizaine de kilomètres d'ici, sur le même coteau. Et mon père, quand il était enfant, il devait ramasser les cailloux dans les vignes. Et dès qu'il voyait une empreinte de fossile, il le mettait de côté. Et quand il a eu 18 ans, il a eu un petit ouvrage sur le village de Fleury-la-Rivière, donc ce village-ci, où là, les coquillages sont extrêmement bien conservés, dû à une couche d'argile qu'il y a juste au-dessus de ces sables-là, qui a empêché l'infiltration d'eau et la dissolution des coquillages. Donc, il venait régulièrement à Fleury-la-Rivière. Il profitait d'un arrachage de vignes, du petit bois de Fleury qui est en plein dans la couche fossilifère pour trouver les fossiles. Il a cherché aussi un peu partout en Champagne et en France, suivant les vacances, les copains. Mais quand il venait à Fleury-la-Rivière, il se disait c'est dommage d'extraire les fossiles pour les mettre dans une vitrine. Il faudrait un lieu où on puisse les laisser dans leur milieu naturel. Et quoi de mieux que les caves à Fleury, vu que les caves sont en plein dans la couche fossilifère. Donc là, il s'est mis à la recherche de caves à Fleury. Puis en 1993 et en 1995, il a pu acquérir 2 maisons avec 2 entrées de cave, 2 maisons voisines. Et à partir de ces 2 entrées de cave, il a creusé tout un réseau de galeries. Donc là, ça fait 26 ans qu'il creuse ce réseau de galeries pour les relier ensemble et montrer toute cette couche fossilifère. Donc c'est ce qu'on va voir juste après là. Il y a quelle distance de galerie aujourd'hui, quelle longueur ? Alors nous, la visite, on va marcher environ 250 mètres, mais avec les amorces de cave, les caveaux et tout qu'il a pu faire à droite, à gauche, il a creusé environ 400 mètres de cave, quoi, en 26 ans de temps.
Tout seul. Tout seul. Et il creuse toujours. Peut-être, on va l'entendre, je pense, tout à l'heure. On l'a vu surtout tout à l'heure avec les mains un petit peu, poussiéreuses, on va dire, quoi. Donc on a cru comprendre que c'était lui qui creusait. C'est ça. Il est dans son bac à sable. Un vrai enfant. Donc là, on est dans cette fameuse ancienne cave champenoise. Et dans cette cave-là, on explique l'évolution de la vie sur Terre. Donc là, on va avoir différents globes avec différentes périodes géologiques, donc différents fossiles qui correspondent à chaque période géologique, mais qui vont pas provenir d'ici, vu que là, on n'aura pas en Champagne des terrains assez anciens pour trouver tous ces fossiles-là. Donc sur ce premier globe-là, on commence à moins 450 millions d'années. Donc c'est des fossiles qui ont 450 millions d'années et eux qui viennent de Bretagne. Là, on voit des fossiles pris dans une roche très dense et très foncée. Oui, bah après voilà, chaque période va avoir chaque différent fossile. Donc là, par exemple, on a des fougères, des empreintes de feuilles de fougères avec à côté un peu plus noir le tronc de la fougère. Donc c'était à l'époque, donc c'était le Carbonifère et c'était vraiment des forêts de fougères, quoi. C'est pas la petite fougère que l'on connaît aujourd'hui, hein, c'était vraiment des fougères arborescentes, quoi. Moins 300 millions d'années pour celle-là. On continue à progresser, on passe devant les ammonites du Jurassique, 180 millions d'années. Voilà. Et nous, en Champagne, on va commencer à ce globe-ci avec là des ammonites, donc du Crétacé, mais qui viennent de l'Aube. Dans la Marne, pareil, on n'a pas de terrain assez ancien pour retrouver les ammonites. Donc là, il faudra aller dans l'Aube. On ira un de ces quatre. On ira voir aussi là-bas. Ici, on voit la craie champenoise, donc on connaît bien cette craie. Et le fossile caractéristique de la craie champenoise, c'est le rostre de belemnite. Donc ça, c'est l'ancêtre de la seiche. Et venait autour le mollusque. Donc c'était un peu l'os l'os de l'animal, quoi. Là, on est à moins 80 millions d'années. C'est ça ? C'est ça. Ouais. Donc là, la couleur a radicalement changé. Effectivement, on est dans la craie champenoise, blanche, très blanche et très friable. Donc la belemnite, on la voit représentée sur le schéma juste ici. Donc voilà, c'est une sorte de calamar, quoi. Et ce qu'on voit, c'est ce qui ressemble à la plume du calamar aujourd'hui. C'est vraiment l'os c'est vraiment la partie dure, donc ça venait autour le mollusque, quoi, la partie intérieure de l'animal. Ici, on est à Cézanne, donc on est toujours dans la Marne. Et à Cézanne, il y a des feuilles qui ont été emprisonnées dans une eau calcaire. Le calcaire s'est durci, à garder l'empreinte de la feuille. Et donc, on va avoir différentes espèces de feuilles, dont une feuille de vigne. On la voit au-dessus, là, elle est fragmentaire. Mais ça, c'est une des premières feuilles de vigne au monde. Donc, c'est la Vitis cezanensis. Et donc, il y a 60 millions d'années, en Champagne, il y avait déjà de la vigne. Alors, quoi de mieux pour mon père, un viticulteur champenois, d'avoir trouvé une des premières feuilles de vigne au monde et en plus champenoise, quoi. Là, on est dans l'ère du Tanétien, c'est ça ? Ouais. Tanétien, pardon. Effectivement, c'est un jour qui doit être gravé dans sa tête, le jour où il a trouvé cette feuille-là. Alors, l'anecdote, c'est qu'il l'a trouvé, il avait une vingtaine d'années. Par contre, ça fait que quelques années qu'il a pu identifier la feuille et dire que c'est une feuille de vigne. Donc, quand il l'a trouvée, il ne savait pas que c'était une feuille de vigne. Ça fait que, entre 5 et 10 ans qu'il sait que c'est une feuille de vigne, mais il l'a trouvée maintenant, il y a une quarantaine d'années, quoi. On passe ensuite au cuisien. Voilà, le cuisien, les cuisiens, c'est les sables fins que l'on a juste derrière le mur ici, donc juste avant le lutétien, la prochaine strate que l'on va voir. Et là, ces fossiles-là, par contre, nous, à Fleury-la-Rivière, ces sables-là ne sont pas fossilifères. Il faut aller de l'autre côté d'Épernay, sur un petit village qui s'appelle Mancy, pour retrouver les fossiles du cuisien. Là, on a des spécimens ou des objets... des fossiles très différents. Voilà, on a des dents de crocodile, on a des écailles de poisson, un peu de coquillage, du bois pétrifié et des thérédines. Donc ça, c'était des animaux perforateurs du bois. Le bois pétrifié qui vient directement de Vendières, votre village d'origine. C'est ça. Ici, on commence à apercevoir, là, sur le haut de la cave, une petite couche qui fait 5 cm d'épaisseur avec plein de coquillages. Donc cette couche-là est vraiment horizontale, hein. Si on coupait la colline en deux, la montagne en deux, on aurait vraiment une strate avec plein de coquillages. Et mon père, il savait, en voyant ça, que s'il montait 2 mètres au-dessus de cette couche-là, il était dans la couche la plus spectaculaire. C'est pour ça qu'à partir d'ici, on a commencé à monter.
Et comment est-ce qu'ils savaient ça? Ah, c'est l'expérience du terrain, ça. Donc ici, quand on a acheté la cave s'arrêtait à cet endroit-ci. Et c'est en 1997, ici, où il a mis son premier coup de marteau-piqueur. Donc maintenant, tout ce que l'on va voir, c'est 26 ans de creusement. Et il creuse toujours. Donc on creuse à l'aide d'un marteau-piqueur électrique, comme on peut voir sur les photos ici. Au piochon et au couteau quand il y a des coquillages. Et à la pelle et à la brouette pour évacuer les sables. Donc de ce format-là de cave, il creuse environ 30 cm par jour et il sort 2 tonnes de sable par jour. Ok. Et qu'est-ce qui fait du sable et des roches qu'il évacue? C'est un sable qui reprend très bien sa place et du coup qui est très pratique. Donc dans le village, on nous en demande régulièrement. Par exemple, après une construction, on peut remettre autour, ou si on veut refaire un chemin, on met un terrain un peu à plat. C'est un sable qui va bien durcir et qui reprend bien sa place. Et du coup, il y a plus de demandes, on a plus de demandes que ce que mon père creuse. Donc c'est assez simple de le donner, quoi. Et comme vous le disiez tout à l'heure, là, on voit donc c'est creusé directement dans la roche et il n'y a aucun ouvrage de maçonnerie ici. Non, donc c'est un sable calcaire. Donc qui est dur du fait du calcaire et donc on peut creuser à droite et à gauche comme on le souhaite. On a juste une certaine largeur à pas dépasser, une certaine hauteur, toujours en forme voûtée. Et si on reste dans ce cadre-là, il n'y a aucun souci. Ouais. Donc là maintenant, tous les coquillages que l'on va voir là dans les différentes niches proviennent des caves. Rien ne vient de l'extérieur, tout a été trouvé dans ces caves-là. Donc c'était l'époque du Lutétien, donc ça a 45 millions d'années. Tout ce que l'on va voir maintenant, c'est 45 millions d'années. Et donc dans ces sables, il y a environ 300 espèces de coquillages différents. Alors il y en a qu'on va trouver fréquemment, puis d'autres qui seront plus rares, un peu comme les espèces actuelles. Et ici, on a le plus spectaculaire, donc le campanile giganteum, donc de par sa taille, qui est un coquillage qui va mesurer entre 40 et 60 cm de long. Donc c'est un des plus gros gastéropodes qui ait vécu sur Terre. Je veux dire que c'est assez incroyable. Là, on lève la tête et on a des énormes coquillages pris dans la roche. C'est assez impressionnant. Dans cette niche-là, donc depuis tout à l'heure, on a vu pas mal de coquillages, mais dans ces sables-là, on ne retrouve pas que du coquillage. On va avoir sur la planche centrale des dents de requin et de crocodile. À gauche, on va avoir des coraux et des pinces de crabe. Au-dessus, avec le côté un petit peu nacré, on a le nautile. Extrême gauche, ici, on a le rostre de Bellosepia. Donc, comme tout à l'heure dans la craie avec la bélémnite, c'est l'ancêtre de la sèche. Venait autour le mollusque. À côté, on a de la carapace de tortue et des pavés dentaires de raie. Au-dessus, on a des dents d'animaux terrestres, vu qu'ici, on était en bordure de rivage. Et les animaux qui sont morts en bordure de rivage ont pu être charriés un petit peu par la mer. Donc, on a un cochon et un petit cheval de l'époque. Et à l'extrême droite, les oursins. Et ça, ces découvertes que vous faites là, ça intéresse des scientifiques. Il y a des gens qui viennent voir ce que vous mettez à jour. Oui, alors on a déjà eu des personnes qui viennent faire aussi de nouvelles études, qui vont nous enrichir nos connaissances. Et donc le lieu est bien sûr ouvert aux scientifiques, aux étudiants qui veulent venir faire de nouvelles recherches. Ouais. Alors on a une belle carte là devant nous, ouais. Qui nous montre un peu, la France et l'étendue des mers il y a 45 millions d'années, c'est bien ça? Oui, donc il y a 45 millions d'années, les continents n'étaient pas du tout ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc là, on voit ici la Terre, la mer. Et donc nous, on était à l'extrême est du bassin parisien. Donc les Alpes et tout ça, bien sûr, n'existaient pas. Et après, avec les millions d'années, donc il y a eu des mouvements dans les continents jusqu'à la création des continents actuels, quoi. Donc là, concrètement, on voit que il y a toute une partie au nord de ce qui est aujourd'hui la France, au-dessus de Paris, qui était sous l'eau, et une bonne partie de la Champagne actuelle. Exactement, c'est ça. Et donc,
en Champagne, on va aussi avoir différentes périodes géologiques et donc on a vu tout à l'heure la Craie, par exemple, là, qui était une mer plus ancienne. Donc, il y a eu des mouvements aussi avant, et donc qui va former la Champagne. Donc, c'est différentes strates. C'est par exemple sur un coteau. Si on est en bas du coteau ou en haut du coteau, on n'aura pas la même strate géologique, quoi, due à ces différentes mers. Donc là, on continue à progresser dans les caves. Il y a des gros campaniles qui dépassent des murs, qui sont encore pris dans la roche, et on arrive face à un puits. Oui, donc là, pour la sécurité, pour pouvoir recevoir du public, on a dû faire une zone de refuge. Cette zone de refuge devait être alimentée en air, donc on a dû faire un forage qu'on voit au-dessus. Et on a profité de ce forage-là pour montrer l'intégralité de ce sable calcaire. Donc il mesure environ une dizaine de mètres d'épaisseur, donc que l'on peut voir juste devant nous. Et l'idée après, c'était de montrer les différentes strates. Donc on voit au-dessus, le sable est plutôt homogène, plutôt jaune. Devant nous, c'est un peu plus foncé, c'est dû à tous les fragments de coquillages. Après, on retrouve un sable plutôt homogène. Et plus bas, on retrouve les petites lignes qu'on avait en début de cave avec tous les coquillages. Donc nous, au début de cave, on était au niveau de la première ligne, la ligne A. Et maintenant, on est bien monté au-dessus pour être dans la couche la plus spectaculaire, quoi. Donc là, ça veut dire concrètement que on est à 28 mètres sous la surface, comme c'est indiqué là sur le panneau sur la gauche, j'invente rien. Et en fait, on est directement sous le coteau qui surplombe le village. Exactement. Le village, lui, est bâti à mi-coteau. Et donc nous, on a la maison qui est accolée au coteau, qui est contre le coteau. Donc les caves, elles, rentrent dans le coteau. Donc au début, on va être à quelques mètres sous terre. Mais vu que nous, on creuse à l'horizontale et que le coteau, lui, monte, plus on avance dans le coteau, plus on s'enfonce dans le coteau et plus on va prendre de la profondeur. Donc si on continue toujours dans cette direction-là, là, en ce moment, on est à 30 mètres sous terre, mais après, on sera à 40, 50 mètres jusqu'à arriver au top de la colline, quoi. Comme on disait au début, mon père, lui, était viticulteur, il était récoltant coopérateur. Moi, je suis revenu travailler avec mes parents en 2007. Je n'ai aucune formation de la vigne et du vin. Donc, mon père m'a appris le travail de la vigne, classiquement. En 2012, on arrête les herbicides. En 2016, on passe en bio et en biodynamie. Ce n'était plus cohérent avec la coopérative. Du coup, en 2017, on décide de quitter la coopérative et de faire le vin. Au début, n'ayant pas de pressoir ni de cuverie, pour presser les raisins, j'ai demandé à mon ami d'enfance, qui est Flavien Novak, donc sur Vendière, de me presser les raisins. Donc je pressais chez lui, j'en tenais chez lui, et après je ramenais les tonneaux à la maison. Ce qui était bien, c'est que moi, toujours n'ayant pas fait d'études dans la vigne et le vin, mon père n'ayant jamais vinifié, c'est Flavien qui m'a appris à vinifier. Et lui avait déjà une approche plutôt naturelle du vin, donc ça m'a permis d'avoir une approche déjà naturelle dans le vin. Et de ne pas devoir apprendre tout ce qu'il ne faut pas apprendre à l'école, quoi. Le bio et la biodynamie, vous y êtes arrivé comment ? J'ai difficile à répondre à cette question-là parce que ça s'est fait un peu naturellement. C'est l'arrêt des herbicides au début où, voilà, de retravailler les sols, de revoir la terre et tout ça qui m'avait un peu motivé. Après, j'avais dans mon entourage amical des copains qui étaient déjà en biodynamie, donc ça m'a peut-être un peu donné l'envie aussi. Et puis 2016, vraiment de passer le pas, c'est que Flavien avait aussi la même idée de faire la conversion et on l'a fait tous les deux ensemble. Donc c'est vrai que d'avancer à deux, c'est beaucoup plus motivant que d'être tout seul dans son coin. Donc on s'est un peu porté l'un l'autre avec Flavien dans la conversion et l'évolution de nos domaines, quoi. Et l'arrêt des herbicides déjà, puisque c'est ça un peu la genèse, qu'est-ce qui vous avait amené à stopper ? Je sais pas, ça m'a pris un coup de tête peut-être. Je sais que j'ai toujours fait beaucoup de montagne, j'aime bien la montagne, et d'avoir ressorti les vieux outils de mon père du travail du sol, et j'ai retrouvé un peu ce côté nature et tout ça, et ça m'a un peu ça m'a vite pris et je suis vite arrivé à zéro herbicide, quoi. 2012 on était 80%, 2013 à 100% en zéro herbicide, quoi. Et ça, la COP, à l'époque, elle le valorisait, le fait que vous ayez fait ces changements-là ? Non, parce que la coopérative, on amène les raisins, tout est mélangé. C'était la problématique à la coopérative, c'est que
c'est des gros pressoirs et moi, en une journée, je ne cueille même pas l'équivalent d'un pressoir. Donc, il n'y avait pas possibilité de séparer. Alors maintenant, il y a le VDC où il valorise un peu plus, mais c'est pas du tout cohérent avec ce que l'on fait. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on fait dans les vignes, quoi. VDC, c'est Viticulture Durable en Champagne, qui est un label local qui permet de mieux valoriser certains raisins, notamment auprès des COP, c'est ça? Oui, bah auprès des COP, auprès des maisons. Voilà, c'est pas forcément un label. Voilà, toute la Champagne est VDC. C'est plus un côté administratif qu'un côté culturel, quoi, on va dire. On était sur la COP, j'avais posé une question sur le bio. On quitte la COP, donc je presse pendant 4 ans chez Flavien. Et depuis 2021, maintenant, on a fait un pressoir ici. Donc, on a 2 petits pressoirs de 2000 kilos en traditionnel. Et à côté de ça, j'ai demandé à mon père de me creuser les caves pour mettre les bouteilles et les tonneaux. Donc, depuis 2017, il me creuse les caves pour mettre les bouteilles et les tonneaux. Oui, là, vous mentionnez le fait que vous pouviez même pas remplir un pressoir en une journée. Ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que c'est un domaine de taille modeste. Vous avez 4 hectares en exploitation, c'est bien ça? Oui, on est sur 4 hectares, ce qui est déjà bien, limite de trop pour moi, mais voilà, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien sur 4 hectares. C'est vrai que plus on est grand, plus d'avoir nos petites logistiques de petits domaines est compliqué, quoi. Donc même avec moins, on peut être plus pointu. Allez, je pense qu'on pourrait être pointu sur plus grand, mais il faut avoir une bonne équipe, quoi. Alors ça va, sur 4 hectares, j'ai une bonne équipe, donc c'est ça qui fait qu'on peut aller loin. Après, sur plus grand, il faut trouver les personnes qui veulent bien suivre, quoi. Alors là, l'ambiance a totalement changé. Peut-être que nos auditeurs et nos auditrices l'entendent parce que le son est différent de ce qu'on entendait à l'instant là dans les galeries. C'est toujours les mêmes matériaux au mur. On est toujours au milieu de ce tuffeau, mais c'est creusé de manière un petit peu plus, ordonnée, on va dire, avec des alcôves où il y a des bouteilles qui reposent. Et ce qui a changé aussi, c'est dans l'ambiance, c'est l'odeur. On sent qu'on est dans une ambiance de cave. Ici, ça sent un petit peu le raisin et le vin. On voit sur les caves précédentes tous les coups de marteau-piqueur et le côté aléatoire du creusement. Ici, pour la finition, je lui ai fait un gabarit pour la cave, comme ça la cave est très régulière, et il finit tous les murs au petit piochon. Donc tous les petits pics là, c'est des coups de piochon, ce qui évite d'avoir le coup de marteau-piqueur qui était lui plus grossier. Donc je lui ai demandé quelque chose de plus régulier pour faire vraiment l'ancienne cave champenoise, quoi. Donc la ligne droite, il l'avait déjà creusée avant 2017, par contre du format de cave précédent. Et c'est à partir de 2017 où là je lui ai demandé quelque chose de plus régulier. Et tout ce qui est caveau annexe que l'on voit, là a été creusé après 2017. Et donc là, pour le coup, le Covid m'a bien aidé, parce que donc on était fermé au public, on ne pouvait pas accueillir du public dans la cave. Et là, il a pu creuser 10 heures par jour, 7 jours sur 7, non-stop, quoi. Donc du coup, là, j'ai pris pas mal de mètres de cave à ce moment-là. Alors c'est aussi une ambiance qui est bonne pour justement vinifier, faire vieillir les bouteilles en termes d'humidité et de température. Oui. Là c'est cave idéal parce qu'on a 12 degrés toute l'année, pas de variation de température, on est 30 mètres sous terre et entre 95 et 100% d'humidité. Donc alors là pour le vin c'est l'idéal. Mais avant de parler vin, on va déjà parler vigne. Parce que la priorité, avant tout, c'est de faire des beaux raisins. Donc en biodynamie depuis 2016, avec une biodynamie qui évolue et qui va continuer d'évoluer. Donc avant, on était un bio un peu maîtrisé, où il y avait un travail du sol, les vignes étaient rognées au carré. Et maintenant, on l'a fait évoluer, où on a retiré, par exemple, les tracteurs. On n'a plus de tracteurs dans les vignes.
Par exemple, en ce moment, c'est le moment de la taille. Eh bien, au lieu de mettre les bois par terre pour amener un broyeur derrière et les réduire en petits morceaux, ce que l'on fait, c'est qu'au moment de la taille, on va couper les bois en petits morceaux, ce qui nous évite d'emmener une machine pour broyer qui est du tassement de sol, de l'essence et du bruit. Autre exemple, on ne rogne plus les vignes. Toutes les vignes sont tressées. J'ai toujours tendance à dire l'être humain a une problématique, il cherche une solution au problème. Donc la problématique de l'être humain, c'était de mécaniser la vigne. La solution, c'était de la rogner au carré. Sauf que de ce qu'on rogne la vigne, donc on coupe l'apex. Donc là, ça va déjà faire une blessure à la vigne. Donc elle va devoir cicatriser au niveau de la coupe. Un peu comme nous, quand on se coupe, on va devoir cicatriser et prendre de l'énergie pour cicatriser. C'est pareil pour la vigne. Et la vigne, elle, a besoin d'un apex. Donc quand on lui coupe l'apex, elle va faire des entrecœurs. Donc c'est des brins secondaires qui vont pousser sur le côté, en général au niveau de la zone de grappe. Et là, la nouvelle problématique de l'être humain, c'est qu'il y avait des brins secondaires qui poussaient sur le côté. Donc là, il a ressorti la rogneuse. Chaque fois que ces brins-là repoussent, on re-rogne, ce qui refait du tassement de sol, du bruit et de l'essence. Et une blessure pour la vigne. Et la problématique suivante, c'était qu'à force d'avoir des entrecœurs qui poussent au niveau de la zone de grappe, et ben on a eu un amas de feuilles. Donc là, la solution, c'était d'inventer une effeuilleuse. Donc maintenant, on passe l'effeuilleuse. Qu'on n'aurait pas cherché une solution au problème, mais la cause du problème. La cause du problème, c'était de rogner. On arrête de rogner, on tresse. On n'a plus d'entrecœurs. On n'a plus besoin de tracteurs, plus besoin de rogneuses, plus besoin d'effeuilleuses. Et la vigne, et ça se passe bien aussi, quoi. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire le plus simplement possible avec le moins de matériel possible. Très peu de travail du sol aussi. Donc on a beaucoup d'herbe au sol. L'idée, pareil, il faut s'imaginer que nous, êtres humains, on est l'espèce la plus développée sur Terre. Mais imaginons il y a une espèce au-dessus de nous qui tous les 15 jours venait raser notre village. Ben, on serait quand même dégoûté. Eh bien, c'est pareil, par exemple, pour les fourmilières qui vont former le petit village leur petit village dans le sol. Si on arrive même avec une charrue tous les 15 jours et qu'on détruit la fourmilière, ben, elle va devoir recommencer à faire sa fourmilière. L'idée, c'est d'être le moins impactant possible sur cette vie du sol et donc de moins travailler les sols possible. Par contre, on reste sur une culture, c'est difficile de faire zéro travail du sol parce qu'au bout d'un moment, on va avoir des graminées, des espèces de l'herbe qui va pousser, qui vont être un peu plus concurrentielles pour la vigne en termes d'eau et d'azote. Et du coup, là, il va falloir en retirer un petit peu. Comment ça s'est passé avec vos parents quand vous avez commencé à amener ces idées neuves au domaine ? Là, j'ai de la chance, je pense. En Champagne et je pense dans le milieu de la viticulture générale, quand les enfants arrivent, les parents, c'est bon, on a fait comme ça, on continue comme ça, et c'est difficile de changer les choses. Ou tiens, voilà, on a 10 hectares, sur 10 hectares, prends la parcelle de 10 arts, et puis si dans 5 ans on voit que ça va bien, peut-être tu auras 20 arts pour t'amuser, quoi. Et là, j'ai le 2016, on veut passer en bio, mon père me laisse passer l'intégralité du vignoble en bio. 2016, c'était une année compliquée, on n'avait pas l'expérience, le matériel, donc on perd quand même pas mal de raisins. C'est la première fois où on voyait autant de mildiou, surtout pour mon père, c'est la première fois qu'il voyait du mildiou comme ça. Donc ça a été quand même assez compliqué. Mais même après 2016, il me laisse en 2017. Pour nous, ce qui était encore le plus dur, c'était de quitter la coopérative, vu que c'est quelque chose qui est très sécurisant, quoi. Donc, et en 2017, il me laisse quitter la coopérative. Donc là-dessus, j'ai eu des parents assez cool. Et après, on voit, bon, c'est bien parce que ça a évolué dans le bon sens et ça a fonctionné, mais oui, ils ont été sympas de me faire confiance. C'est-à-dire qu'il y a eu une période très peu de transition en fait entre le moment où vous apportiez vos raisins à la COP et le moment où vous produisiez vos bouteilles. C'était quasiment tout ou rien d'une année sur l'autre. Ah oui, oui, parce qu'à la coopérative, c'est soit je restais, soit j'enlevais 100% de la coopérative. Donc du coup, on a retiré 100% de la coopérative. Par contre, au début, je n'ai pas vinifié l'intégralité de ce que je pouvais faire, des 4 hectares. J'ai quand même vendu des kilos de raisins à différentes maisons. Ne sachant pas si ça allait être bon et si ça allait se vendre, quoi. Donc au début j'ai commencé par un petit volume, essayer de comprendre pour faire le vin, et puis maintenant on vinifie l'intégralité, quoi. On passe à la vinification, c'était ça le sujet suivant là ?
Ouais, donc alors l'idée, voilà, c'est de faire des beaux raisins. Donc alors, je continue encore un petit point sur la vigne. Donc on a donc beaucoup d'herbes, on a aussi des arbres dans les vignes, donc des arbres qu'on a plantés, mais maintenant qu'on ne travaille plus les sols, il y a aussi des arbres qui poussent naturellement dans les vignes. Tout ça a fait quand même qu'on a baissé les vigueurs dans les vignes, donc on baisse en rendement. Par contre, on gagne en maturité et en aromatique dans les jus. Après, on cueille tout en petites caissettes, donc des petites caissettes de 10 kilos. L'idée, c'est d'être de moins triturer les raisins, que quand classiquement on va cueillir dans un seau, vider dans une grosse caisse et après la grosse caisse la charrier. Ce qui va déjà la chute du seau dans la grosse caisse plus le tassement dans la grosse caisse, on va déjà impacter le raisin. Que les petites caisses, là, on va avoir des raisins intacts qui arrivent au pressoir. Pour donner une ordre d'idée, avec une cueillette classique, au moment du chargement du pressoir, on va avoir une centaine de litres de jus qui va s'écouler pendant le moment du chargement. Nous, on a réduit cette centaine de litres à 5 litres. Donc, on n'a vraiment aucune perte de jus. Et ces premiers jus sont de la cuvée, vu que c'est les premiers jus qui coulent, quoi. Oui, la cuvée, ce dont vous parlez là, c'est le fractionnement des jus en Champagne. La cuvée, la taille, les rebêches. La cuvée et la taille qui servent à produire les vins sous appellation Champagne, avec une réglementation précise sur la quantité de jus qui peut rentrer dans la cuvée et dans la taille. C'est ça. Donc la cuvée, c'est 20 hectos et la taille sur un 4000 kg, sur la base d'un 4000 kg. Il y a 20 hectos de cuvée et 5,50 de taille. Et bon, en l'occurrence, maintenant à la maison, je ne sépare plus le cuvée et taille, vu qu'à la fin, chez nous, on n'a pas des grands rendements, donc on ne fait pas les rendements champenois. Et donc on vinifie l'intégralité des raisins. Et pour moi, le raisin, c'est une entièreté, quoi. La cuvée va amener plus de finesse, la taille va amener plus de richesse. Enfin, voilà, les deux ensemble. Donc maintenant, je ne sépare très rarement, quoi. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas altérer ces premiers jus et de les perdre, parce que les jus, entre guillemets, d'autopressurage, ceux-là, on les écarte. Donc là, on gagne vraiment des premiers jus au moment du pressoir. Ça veut dire que vous vendangez sensiblement plus tard que les voisins. Vous allez chercher des maturités un peu plus importantes ou pas? Ouais, en général, la cope, elle ferme et nous, on ouvre. Pour donner une ordre d'idée, c'est ça. On est toujours bien à une semaine, 15 jours après le village, mais c'est bien, on est tranquille dans les chemins. Et ça veut dire que vous arrivez avec des degrés relativement élevés pour le vin clair? Enfin, élevés. Probablement autour de 12 ou quelque chose comme ça? Suivant les années, il y a des années, oui, ça peut monter à 12. Alors en général, voilà, on va être entre 11 et 12. Là, c'est vrai que ces dernières années, on a eu des vendanges assez tardives avec des maturités qui avaient du mal à monter. Donc là, on est plutôt aux alentours de 11. Après, le degré reste un indicateur. Mais c'est un jus une année, un jus à 11, la maturité sera là, qu'une autre année, ça sera plutôt à 12. Donc c'est un indicateur. C'est pas le degré qui va nous donner une date de cueillette. Avant tout, il faut goûter les raisins. Et après, c'est ça qui va nous donner les chiffres. Les chiffres, c'est bien, mais goûter, c'est mieux. C'est quoi un raisin mûr? Quand est-ce que vous êtes content? Quand aromatiquement, déjà quand le jus il goûte aromatiquement. Après on regarde aussi les pépins des raisins, qu'ils soient mûrs, la rafle. Alors c'est vrai qu'en Champagne on a difficilement des rafles mûres, mais voilà, quand la rafle elle commence à brunir, que les pépins brunissent et que aromatiquement dans le jus on a quelque chose d'équilibré. Et voilà. Après bien sûr on regarde un petit peu les acides, et la maturité, mais c'est un tout. J'avance un tout petit peu. J'ai cru entendre parler de tirage au mou, ici. Vous avancez trop vite. Alors, je vais continuer l'histoire. On n'y est pas. Donc, c'est pressé. Par gravité, ça coule dans une cuve de débourbage. Il y a un léger débourbage naturel. Et par gravité, après, on met en tonneau. On ramène tous les tonneaux ici dans la cave. Et ça part naturellement en fermentation. Ici, il fait 12 degrés. À 12 degrés, les levures, elles vont pas faire un sprint. Ça fait plutôt une longue marche tranquille. Et du coup, on va avoir des fermentations assez longues. Entre 2 et 6 mois. Enfin, même 3 et 6 mois. Classiquement, en Champagne, une fermentation, c'est 2 semaines. Donc, on a vraiment des longues fermentations.
Et donc pendant 1 an, je ne vais rien faire. Il n'y a pas de soutirage, pas de filtration, pas de passage au froid, pas de collage. Enfin, on ne fait rien. On ne met aucun produit œnologique dans les vins, sauf du soufre si besoin. Comme nous, êtres humains, si on n'est pas malade, ce matin, voilà, on n'est pas malade, on ne va pas prendre un médicament au cas où on soit malade. Demain, on est malade, et ben on va se soigner. Et ben, pour moi, le vin, c'est pareil. Si mes raisins sont sains, si mon vin est sain, je ne vais pas mettre de soufre. Si je vois qu'il y a une problématique ou une tendance à problématique, je ne m'interdis pas à mettre un petit peu de soufre. Donc ça reste 1 an en tonneau, on ne fait rien pendant 1 an. Et au bout d'1 an, là, je vais faire mes soutirages et mes assemblages. Pour faire mes assemblages, j'ai regardé sur quelle strate géologique poussait chaque parcelle de vigne. Et toutes les parcelles de vigne qui poussent sur la même strate géologique, je vais les assembler ensemble. Donc dans mon parcellaire, j'ai le campagnat, c'est la craie champenoise qu'on a vu au début. Là, j'ai qu'une seule parcelle en meunier, donc c'est un 100% meunier sur le campagnat. Au-dessus, on a l'Yprésien, c'est les sables fins qu'il y a juste en dessous, qui étaient derrière le mur du départ. Là, on a des meuniers et des pinots noirs. Au-dessus, on a le Lutétien, c'est ces sables-là. Là, j'ai des chardonnays et des pinots noirs. Et tout en haut du coteau, on a le bartonien. Et le bartonien, là, j'ai qu'une petite parcelle de meunier où je fais du vin rouge avec. J'ai une autre parcelle qui, elle, est en bas de coteau, mais qui n'est pas sur une géologie franche. Avec les millions d'années, il y a eu des glissements de terrain, des éboulements. Et si on mélange toutes les strates géologiques du coteau, Yprésien, Lutétien et bartonien, ça a formé l'Éocène. Donc j'ai une cuvée qui s'appelle l'Éocène. Donc je fais mes assemblages par rapport aux strates géologiques. Et après, on va mettre en bouteille. Nous, en tonneau, donc on a un vin blanc, un vin clair. L'idée, c'est d'avoir un vin effervescent en champagne. Donc pour ça, on va faire une prise de mousse. Donc classiquement, on rajoute du sucre et des levures. 24 grammes de sucre va nous donner 6 bars de pression. Et ce sucre-là, fermentant dans la bouteille, va se transformer en alcool et va nous donner 1,5 degré d'alcool en plus dans la bouteille. Donc si en tonneau, j'ai un vin à 11 degrés, je mets mes 24 grammes de sucre. Avec cette fermentation, on aura un champagne à 12,5. Donc ça, je fais ça pour une cuvée, la cuvée Yprésien, où on tient avec du sucre classique. Donc nous, on prend un sucre issu de raisin, que l'on appelle MCR. On va mettre 24 grammes de ce sucre-là, je mets plutôt 22 grammes, qui va me donner 5 bars de pression et un petit bar et demi de degrés en plus. Les autres cuvées, ce que je fais, c'est que nous, on en produit naturellement du sucre, vu qu'on fait du jus de raisin. Et donc, au lieu... je vais attendre, donc ça reste 1 an en tonneau, je fais mes assemblages et je vais attendre la vendange de l'année suivante pour pouvoir faire ma prise de mousse. Donc je vais mettre du jus de raisin de l'année suivante dans mon vin et c'est ce jus de raisin là qui va fermenter dans la bouteille. Ce qui nous permet de maîtriser l'intégralité de ce qui rentre dans la bouteille. Je n'ai pas de champ de betterave, donc j'aurais eu un champ de betterave, j'aurais pu utiliser mon sucre provenant de mon champ. Par contre, on fait du raisin. Donc on utilise le sucre de ce raisin-là. Ce qui va avoir l'avantage donc, d'avoir un champagne juste avec du raisin dedans. Et l'autre avantage, c'est que quand on rajoute du jus de raisin pour la prise de mousse, on a vu tout à l'heure que 24 grammes donnait 1,5 degré d'alcool en plus. Sauf que là, on ne rajoute pas que du jus de raisin, on rajoute toute la matière raisin, l'eau, etc. Et bien ce sucre-là va alcooliser sa propre matière. Donc si en tonneau j'ai un vin à 11 degrés et que j'ai un jus de raisin qui a un potentiel de 11 degrés, c'est comme si je mélangeais 2 vins à 11 degrés, je reste à 11 degrés. J'ai pas l'augmentation d'alcool d'1,5 degré. Et maintenant, comme on le disait tout à l'heure, on a, avec nos techniques culturelles, avec le réchauffement climatique, on va chercher les raisins de plus en plus mûrs, proches des 12. Et si on rajoutait un sucre sec, on aurait des champagnes qui montent à 13, 13,5, 14, que là, on reste sur des champagnes dans les alentours de 12, 12,5. Avec la problématique, c'est, si on monte sur des degrés hauts à 13 et 14, d'avoir des arrêts de fermentation en bouteille, parce que la levure à ce degré d'alcool en bouteille a du mal à finir les sucres. Donc il peut y avoir des sucres résiduels et des prises de mousse incomplètes si on a des degrés d'alcool trop hauts avec un tirage avec un sucre sec. Dans l'absolu, ce qui se passe en bouteille pendant la fermentation, la seconde fermentation, c'est un milieu qui est plutôt hostile aux levures, avec une acidité relativement élevée, un degré alcoolique qui monte, beaucoup de pression. Tout ça, ça n'aide pas les levures à travailler sereinement. Non, et encore pire chez nous, parce que donc ne mettant pas d'engrais dans les vignes et tout ça, on a beaucoup moins d'azote dans les mous, donc ce qui va pour la levure être plus compliqué. On fait pas de soutirage et tout ça, donc déjà
le vin en lui-même, il y a toujours un peu de CO2 dedans après la première fermentation. Donc on va le mettre en bouteille, il va être dégazé, mais pas de temps, parce que étant donné qu'on ne met pas de produits œnologiques, on reste assez protecteur dans les tonneaux. Hein. Donc du coup voilà, autre chose qui va pas améliorer le facteur fermentation. On est dans des caves à 12 degrés. On l'a vu tout à l'heure, en tonneau à 12 degrés, ça a du mal à fermenter, mais en bouteille, c'est encore pire. Une prise de mousse chez moi, c'est entre 2 et 3 mois. Normalement, ça doit être, je pense, 2-3 semaines. En un petit mois, ça doit être fini. Mais on a des longues prises de mousse. Alors, ce qui va m'amener plus de finesse aussi dans la bulle. Mais ça peut être compliqué, ouais. Et après, bien sûr, le milieu de la bouteille avec la pression et tout ça, qui aussi limite le côté fermenticible, quoi. On avance ? On commence à être pris par le temps un tout petit peu. On tire tout liège. Donc l'idée du liège, c'est que pour nous, il y avait un échange plus fort entre la cave et le vin. Et donc voilà, cette cave qui est à 12 degrés toute l'année, 95% d'humidité, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de wifi, c'est l'énergie de mon père qui a mis à creuser toute cette cave-là. Tout ça m'intéressait avec l'échange avec le liège. Et aussi, on est sur la continuité bois du tonneau, quoi. On est toujours sur cette matière bois. Donc là, on a une partie de la vendange 2024 qui est en tonneau. On voit les bondes sont encore ouvertes, hein, ça continue toujours de fermenter. On a mis un petit prénom à chaque tonneau. L'idée, c'est qu'on n'appelle pas nos enfants numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ben voilà, chaque tonneau, c'est un peu nos enfants. Donc on leur a donné un petit prénom à chacun. Ce qui me permet de faire la traçabilité de la vendange et du tonneau au fil des années. Celui du fond, donc on a Foudre qui s'appelle Jude. Et Jude, c'est le prénom de mon fils qui est né en 2019. Et donc, on a commencé une réserve perpétuelle dans le Foudre en 2019. Donc, comme ça, dans 20 ans, mais il aura sa réserve perpétuelle de son année de naissance. Et c'est aussi ma première année certifiée bio et Déméter. On a fait une conversion en 2016, il y a 3 années de conversion. Et 2019, la certification. C'est un beau cadeau. Là, on voit les pupitres. Pareil, on remue tout à la main. On n'a pas voulu prendre de gyropalette. L'idée, c'est pareil, c'est chaque bouteille, c'est un peu comme nos bébés. On met pas notre bébé dans une nacelle électrique, on préfère les bercer dans nos bras. Alors là, c'est imagé, hein, c'est pas de remuer les bouteilles à la main qui va faire que le vin sera meilleur, mais c'est toutes ces petites intentions-là que l'on va mettre tout au long de l'année, que ce soit dans les vignes ou en cave, qui là va donner l'énergie au vin. C'est un sacré travail. Hein. Vous faites combien de bouteilles par an en ce moment ? Alors peut-être pas 2024, je sais pas si l'année a été excellente. Moi, sur 4 hectares, on va dire qu'on va faire entre 20 et 25 000 bouteilles. C'est un peu mon rendement moyen que je vais avoir, quoi. Donc on est un peu en deçà de ce qui peut se faire en Champagne, mais c'est vraiment notre technique culturelle qui fait qu'il y a des aléatoires. Voilà, déjà on a moins de vigueur, donc potentiellement on a moins de raisins et plus facilement avec les maladies, en traitant avec de faibles doses, et on est un peu plus sensible aux maladies, quoi. Et le commerce, la distribution, ça se passe bien ? C'est facile de vendre 25 000 bouteilles ? J'en tire 25 000 aujourd'hui, mais j'en vends pas encore 25 000. Donc je ne sais pas si c'est facile d'en vendre 25 000. Pour le moment, on en vend 10. Ça va. La priorité, c'est qu'il faut que les vins, il faut faire des beaux raisins, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut que les vins soient bons. Ça, c'est vraiment la grosse priorité. Et après, c'est vrai qu'avec ici, il y a une histoire qui se met autour de tout ça, qui je pense, est plutôt sympa. Et du coup, ça fonctionne plutôt bien. Mais voilà, on verra. L'avenir, on ne sait pas. Aujourd'hui, vous laissez les vins sur latte combien de temps ? Donc, en ce moment, c'est 1 an de tonneau, 3 ans de bouteille, 6 mois de dégorgement. Avant la commercialisation, c'est à peu près ce que j'essaye de faire. On a vu qu'en cave, ça fermentait très lentement. Donc, chez moi, par exemple, si on goûtait des vins clairs aujourd'hui, tout est encore un peu fermenté, rien n'est en place. Et du coup, on commence à faire des élevages à 2 ans. Donc, on commence à faire des élevages à 2 ans en tonneau, puis 3 ans de bouteille et 6 mois de dégorgement. Donc, on est sur des longs élevages quand même. Mais c'est vraiment la cave qui me fait faire ça, parce qu'à 12 degrés, le vin évolue beaucoup plus doucement. Si on goûte chez moi ou si je vais goûter chez un copain, chez les copains, les vins sont prêts. Et moi, ça sera encore un peu brouillon, un peu fermentaire. Et du coup, à chaque fois, ça me frustre, parce que chez les autres, c'est bon, et chez moi, c'est pas encore bon. Mais il faut que j'attende 3-4 mois en plus du fait de la fraîcheur de la cave, quoi.
Et à la fin, ça fait quand même des vins avec, j'imagine, davantage de profondeur et peut-être de complexité, le fait de prendre le temps ou pas? Ce qui est sûr, c'est que si je n'étais pas dans cette cave-là, si j'aurais une autre cave, les vins seraient différents. Je ne sais pas si ça serait mieux, moins bien, ils seraient juste différents, quoi. La cave a une forte influence sur les vins, quoi. Après, c'est assez subjectif. Ce qui est bon, pas bon, c'est difficile à dire, quoi. Même pour chacun, il y en a un, il va préférer un vigneron, l'autre un autre vigneron. Même dans une gamme de vignerons, il y en a un, il va préférer cette cuvée-là, l'autre cette cuvée-là. Suivant le moment où on va la boire, si c'est l'été, l'hiver, on va préférer une cuvée, une autre cuvée. Enfin, il y a tellement de choses qui impactent que le bon et le pas bon, c'est difficile. Il n'y a pas d'échelle du bon et pas bon. Alors, je vais poser la question autrement. Est-ce que vous êtes satisfait ou est-ce que vous aimez les vins que vous faites? Pour le moment, oui. Après, allez, des fois, c'est pareil. Des fois, il y a une cuvée, on va préférer, ou des fois tout va bien goûter, puis des fois, on se dit mince, on aime un peu moins. C'est vraiment très compliqué. Enfin, j'ai difficile à. C'est vraiment très dur à. Oui, en l'occurrence, ce qu'on fait, j'aime bien ce que l'on fait. Et c'est pareil, on est dedans, le goût. Je pense pas être le meilleur. On fait ce qu'on fait, on le goûte tout le temps, donc notre palais s'habitue aussi à ce que l'on fait. C'est comme aujourd'hui, si je vais dans un pays étranger, je n'ai pas la culture, je ne vais peut-être pas aimer leur nourriture. J'y reste 1 an, 2 ans, et puis mon palais va s'adapter à cette nourriture. Donc moi, je suis adapté à mes vins, et donc je suis pas le meilleur. Le meilleur juge, ouais. Parce que oui, je vais dire que c'est bon, mais parce que mon palais est adapté à ce vin-là. Mais parfois, on entend des vignerons qui ont du mal à être contents de ce qu'ils font. Ils trouvent toujours un défaut. Ils se disent que c'est pas assez bien, qu'ils auraient pu faire ci, qu'ils auraient pu faire ça. C'est pas votre cas. Vous arrivez à être content de ce que vous sortez pour l'instant. Ouais. Allez, des fois, oui. Alors, je sais, des fois, on peut toujours tatiller un petit peu. Après, je me souviens toujours, j'ai un copain, il m'avait dit quel style de vin tu veux faire. Et puis alors, je connaissais pas non plus les vignerons encore qui faisaient un peu autrement et bien entre guillemets. Et alors, j'avais difficile à citer quelqu'un ou à dire quelque chose sur les vins. Et je trouve que cette question-là, en fait, je peux même. Moi, je ne fais rien. Je mets juste des raisins dans un pressoir, du jus dans un tonneau, du vin dans une bouteille. Techniquement, je ne sais même pas comment on influe pour faire un vin comme ci, comme ça. Alors bien sûr, là on nouille régulièrement, on est sur lit, on va être plutôt sur un côté réducteur. On nouille pas, on laisse un peu plus d'air, on va être sur l'oxydation. Donc on sait un peu, on a quelques leviers à mener, mais grosso modo, je n'essaye d'être le moins impactant sur le vin. Je mets juste du jus de raisin des raisins dans un pressoir, du jus dans un tonneau, du vin dans une bouteille. Bon, j'arrive à la dernière question traditionnelle. Est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous faites aujourd'hui? Ouais, si, c'est sympa. Ce qui est cool, c'est de se remettre en question chaque année et de faire évoluer les choses chaque année. Ce qui était plus embêtant dans la technique de mon père, c'est que chaque année, il met son engrais, il va tailler, il met son engrais, il traite tous les 10 jours, il y a des raisins. C'est simple, ça fonctionne, ça marche. Nous, ce qu'on recherche, c'est que chaque année, on fait évoluer les choses. Il y a des choses qui vont marcher, pas marcher. Là, on fait évoluer les méthodes de taille. On voit avec l'herbe, on voit les arbres. Il y a dans les vins. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire évoluer et qui est intéressante. Et l'échange avec les autres vignerons. Quand entre guillemets classique, chacun fait son petit truc dans son coin, chacun a sa petite clientèle, dit rien à personne, que dans ce petit milieu-là, on va dire, on se connaît un peu tous, on va goûter un peu chez tout le monde. Si on a une problématique, on va la faire part. Tiens, moi j'ai eu ça comme défaut, par exemple. Oui, moi ça m'est déjà arrivé aussi. Tiens, j'ai fait ça, tu pourrais essayer ça. Et il y a beaucoup d'échanges avec tout le monde, et ça, c'est ça qui est cool, quoi. Dans tout sujet, quoi, que ce soit le sujet sur la vigne, sujet du vin, sujet de la clientèle, tout le monde échange un peu sur tous ces sujets-là, et ça, c'est le côté cool. Merci Thibaut. Avec plaisir. Alors qu'en dites-vous? Sacré projet, n'est-ce pas?
Pugnacité, voilà certainement le mot qui me vient immédiatement après cette rencontre. Le second est délicieux, comme les champagnes de Thibaut qui frappent par leur évidence et leur énergie. À coup sûr, des champagnes de terroir et d'émotion, à goûter absolument. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Réalisation Romain Becker. Merci à Emmanuel Lapet pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazulu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon!